OK. On est dans le cadre. Alors, aujourd'hui, je vous présente le cours Fondation numéro 1 sur une série de 3 cours. Donc, dans le Fondation numéro 1, on va voir principalement le squat et plusieurs de ses dérivés, ainsi que le schéma moteur de poussée. Donc, tout ce qui est push-up, press, push-press, push-jerk. Ça, je vais vous l'envoyer, le détail du cours, donc vous n'êtes pas obligé de noter tous les mouvements qu'on va voir si jamais vous ne voulez pas. Ainsi que les mouvements composés, donc de squat et de press, donc wall ball thruster, et les inversions, pike push-up, box handstand push-up, handstand push-up et kick-up. Donc, quand je donne ce cours fondation-là à une personne ou un groupe, des fois, je n'ai pas le temps de tout rentrer. C'est-à-dire que ça va être en fonction du niveau de la personne, de la vitesse à laquelle elle assimile les choses que je lui donne, de son niveau physique, de sa condition physique et son niveau d'énergie au fur et à mesure de la séance. C'est-à-dire que, par exemple, tu as vu hier avec Daphné, je ne suis pas allée dans les inversions des pike push-up parce qu'elle avait déjà plus de bras, juste après avoir fait push-up, jerk et compagnie. Donc, c'était même pas la peine d'essayer de monter le pike push-up. Parce que une inversion, c'est déjà, ça fait peur. Donc, si elle n'a pas confiance en ses bras, elle ne voudra pas descendre, elle n'aura pas une bonne expérience, puis c'est pas nécessaire. Fait que ça se verra plus tard dans les cours. C'est pas grave si vous n'avez pas le temps de tout couvrir. Je préfère que vous couvriez pas tout, mais que ce que vous avez couvert soit bien couvert. Plutôt que de vous dépêcher, puis faire botcher, puis faire comme OK, ben ça, tant pis, puis faut tout rentrer. Parce que c'est ça. Mieux qualité over quantité. Donc, mieux vaut s'attarder un petit peu plus sur des choses qui prennent plus de temps à être comprises plutôt que de juste bourrer, puis avoir finalement quelqu'un qui n'a pas trop compris puis qui va faire tout croche. T'sais. Je préfère qu'ils sortent de là en sachant faire très bien un squat puis pas de push-up plutôt qu'un mauvais squat puis un mauvais push-up. Ensuite, la structure de tous les cours fondation ressemble un peu à la structure des cours en général, c'est-à-dire que avant de mettre en mouvement vos athlètes, on veut les réchauffer un petit peu. Donc, un 3-5 minutes d'assaut bike dans le premier cours. En même temps, ça permet de gagner du temps parce que vous asseyez la personne sur le vélo, vous parlez avec elle un petit peu, vous prenez le pouls. Vous pouvez discuter un petit peu de son niveau, de son background. Est-ce qu'elle a des douleurs, des limitations, des blessures dont vous devez être au courant ou des incapacités quelconques. Ça, c'est sûr que ce bout-là, vous l'amorcez dès que la personne elle arrive. Vous l'accueillez, bonjour, comment ça va? C'est quoi ton background? D'où tu arrives? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais pas faire? Demandez, ça fait combien de temps la dernière fois qu'elle s'est entraînée? Ça remonte à combien de temps? Ça, c'est important à avoir en tête. Dans les cours fondation, ça va, mais c'est important de l'avoir en tête, surtout pour ses premiers WOD. Donc, ça, notez-vous que aussi dans un cours typique, quand vous rencontrez une personne pour la première fois, de demander un peu son background, puis ça fait combien de temps? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est très déconditionné, il faut vraiment être vigilant, réduire les charges, réduire le nombre de répétitions pour que ça se passe bien, puis que la personne n'aille pas passer ses limites. Okay? On ne veut pas ça dans un premier cours. Okay. Donc, retour à la structure de notre cours. Un petit 3 minutes d'assaut bike, faire monter la température du corps, amener du sang dans les muscles, commencer à déverrouiller les articulations. Ensuite,
pour le cours squat. Évidemment, vous ne serez pas surprise d'apprendre qu'on va faire du squat passif en premier. Donc, ça va déjà vous donner énormément d'informations sur la capacité à squatter de la personne, sur la mobilité, sa mobilité du bas du corps, donc cheville, hanche, et un peu aussi sur le psychomoteur. Donc, sur le squat passif, la seule consigne à respecter au début, c'est d'avoir les 2 talons au sol. Donc, souvent, ce que je dis aux gens, là, la plupart du temps, ils descendent, ils font oui, pas de problème sur les orteils, mets tes talons au sol. Ah, d'accord. Donc là, ça ressemble plus à ça. Qu'est-ce que je vais dire? Bah, j'ai perdu mon idée. Donc, c'est ça. Ah oui, donc ce qui va les aider, souvent, là, ils vont souvent avoir les pieds trop serrés. Fait que là, ils sont pas capables. Fait que là, tu leur dis, tu peux écarter les pieds autant que tu veux pour arriver à garder les talons au sol. C'est vraiment le premier objectif, c'est talons au sol. Fait que tu as des gens qui vont aller te chercher des fois des affaires de même. Ça se peut. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de mobilité de cheville. Et là, on en a un qui vient de commencer les cours, Kevin, le chum de Josiane. Il ne peut pas squatter très bas parce qu'il y a 0 degré de flexion de cheville. Fait que ça, c'est son max. Donc, là, c'est impossible de squatter sans tomber en arrière. Donc, quand je lui ai demandé de faire squat passif, ben là, évidemment, ça ressemblait un petit peu à ça. Quand je lui ai demandé pour vérifier, parce que là, tu veux quand même vérifier la mobilité des hanches. Donc, je lui ai demandé de s'accrocher au poteau. Et là, on a une belle descente ici, aucun problème. Mais, tu vois, ça restait vertical ici. Okay? Ça ne fléchit pas. Donc, vous avez 2 points principaux à observer là-dessus. Il y a deux blocages principaux qui peuvent empêcher vraiment de nuire à la qualité du squat. Ça va être la flexion de cheville et la mobilité des hanches. Quelqu'un qui n'aura pas de mobilité de hanche va produire un squat qui peut ressembler à ça, ou qui va avoir, j'essaie de me mettre dans le bon angle de la caméra, qui va avoir beaucoup comme ça, qui va beaucoup se pencher en avant. OK? Après, le squat beaucoup penché en avant, ça peut être juste aussi ce qu'on appelle un squat immature. Donc, on va manquer beaucoup de force au niveau des érecteurs de la colonne pour se maintenir droit. Donc, ça peut être aussi un manque de force de gainage en général. Donc, quelqu'un qui a vraiment du mal à rester en bas ici, c'est très, très souffrant ou qui n'arrive pas à descendre pour cause de mobilité X, on va le faire travailler au début avec assistance. Donc, en se tenant au poteau, ce qui va lui permettre d'aller travailler les choses qu'il a travaillées, donc que ce soit de la flexion de cheville, de la flexion des hanches ou travailler la posture au niveau du dos, parce que l'on peut venir tirer pour aplatir le dos. Voilà. Ensuite, en fonction du niveau de la personne, on peut déjà introduire la routine vidéoportale, donc que je vous ai partagé sur le groupe. Pas nécessairement en entier d'un bloc, mais on peut déjà venir commencer à travailler sur l'adducteur, sur l'ouverture de la hanche avec ce mouvement-là. Si on a quelqu'un d'assez avancé, d'assez à l'aise, on enchaîne sur la suite de la séquence. Tac, tac. Voilà pour le squat. Est-ce que vous avez des questions? Pour le squat passif, du moins. Et moi, j'aime beaucoup expliquer que c'est une position de repos, que c'est une position qui est pratiquée dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud.
et que nous, on a perdu ça avec l'invention des chaises et que donc, ça nous amène beaucoup de problèmes de dos, beaucoup de problèmes de genoux. Donc, c'est une position de repos où est-ce qu'on va venir relâcher le bas du dos. Donc, on va avoir un étirement au niveau des lombaires qui fait beaucoup de bien. Donc, souvent, les gens qui ont des maux de dos au niveau du bas du dos, ça va les soulager beaucoup. Ça, c'est une information qui est le fun à transmettre. Ça aide vraiment beaucoup de gens. Un bel objectif à atteindre sur le squat passif, c'est un 5 minutes tous les jours vers un 30 minutes. Si vous remarquez, si vous avez des tout petits, hein, des 1 an, 2 ans, 3 ans, là, ils ont des squats parfaits. Parfaits. Mieux que le mien. Écoute, c'est magnifique. Puis après, on les met sur des chaises. Puis après, c'est fini, les squats. Après, il faut qu'ils les réapprennent plus tard. Il faut qu'ils payent des gens pour réapprendre à faire quelque chose qu'ils savaient déjà faire parfaitement. Think about it. Mais oui, ben c'est ça, on est avec notre mobilité, puis on ne l'entretient pas, fait qu'on la perd, puis après ça, on paye des gens pour qu'ils nous remontent comment la remettre. C'est ça, mais c'est vrai. J'enseigne aux gens des choses innées qu'ils ont perdues. C'est fou quand même. Voilà, donc c'est bon pour le squat passif. Ensuite, je leur fais faire déjà un petit peu de passive hang, donc de suspension à la barre. Évidemment, je ne les fais pas sauter. Je les fais monter sur un petit tabouret parce que ne soyez pas surpris de rencontrer des gens qui ne seront pas capables du tout de tenir ne serait-ce qu'une seule seconde leur poids à la barre. Usez de votre jugement aussi. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui est un peu en surpoids, préparez-vous à ce qu'il ne soit pas capable. Et ce qu'on veut ici, ce qui est très important, et ça dans tous les mouvements que vous allez enseigner, c'est de ne pas mettre la personne en situation d'échec. Si je dis à la personne, OK, fais ça, puis suspends-toi les pieds dans le vide, puis qu'elle n'est pas capable, puis qu'elle tombe, là, elle n'a pas de fun, puis on part déjà à -10. OK? Donc, si vraiment tu suspectes déjà que la personne est assez faible, tu as un doute qu'elle ne soit pas capable, je vais te prendre ta table 2 secondes. Je te la redonne après. Vous la mettez bien sur le tabouret. Vous lui dites, tu attrapes la barre, les pouces autour de la barre. On prend l'habitude. Et on lui dit, donc, tu viens plier tes jambes. Si tu es capable de décoller tes pieds du tabouret, c'est super. Si tu ne te sens pas capable, tu les laisses dessus. Puis là, naturellement, là, la personne va se sentir en confiance. Puis là, naturellement, elle va elle-même essayer de décoller ses pieds. Puis là, des fois, tu fais « Ah, ben oui, c'est bon, tu réussis. » Donc, vaut mieux la sous-estimer puis faire « Ah, ben c'est bon, tu y arrives. En fait, OK, ben tasse le banc, mets-toi dans le vide. » Voilà. Je fais toujours le test de 30 secondes. Donc, je leur dis on essaie de tenir pour 30 secondes. Tu fais ce que tu peux pendant tes 30 secondes. Si tu as besoin de descendre avant, tu descends avant. Tu fais ce que tu peux. Donc, ça, c'est important dans la même veine, tiens, de ne pas leur dire « faut que tu tiennes 30 secondes ». Tu fais ce que tu peux. Toi, pendant ce temps-là, tu recueilles tes informations. Tu sais où tu t'en vas. La personne n'est pas en situation d'échec. Elle continue d'être à l'aise. Déjà que c'est intimidant souvent pour les gens. Donc, c'est pour ça que c'est très important de ne pas les mettre en situation d'échec parce que souvent, ils vont se sentir diminués ou ils vont avoir honte ou voilà, on ne veut pas ces choses-là. Voilà. Généralement, je le fais faire juste une fois parce que des fois 2, okay, ça va dépendre. Parce qu'on a quand même beaucoup de matériel à couvrir dans la séance, puis on ne sait pas à quelle vitesse on va avancer parce qu'on ne connaît pas vraiment le niveau de la personne encore. On ne sait pas à quelle vitesse elle assimile, puis à quelle vitesse elle comprend, puis c'est quoi son niveau de conscience de son corps. OK? Donc, on ne s'attarde pas trop à faire plusieurs répétitions. Une chose que j'aime beaucoup expliquer sur le hang, donc les bénéfices, c'est-à-dire que donc on est dans une position suspendue où est-ce qu'on relâche tout. Ouais,
dites aux gens de se relâcher parce que souvent, ils restent tendus. Donc, il y a tout qui est décontracté sauf les mains, évidemment, parce que sinon vous allez tomber. Donc, ça vient décompresser la colonne, ouvrir les épaules, donc améliorer la mobilité de l'épaule, étirer le psoas et donc étirer, décompresser en général là, toutes les articulations du corps. Il y a des gens qui vont le sentir fort fort dans les épaules, ça va tirer, ça va faire mal. C'est normal, c'est pas alarmant. Si ça fait trop mal, vous leur dites, ben pose-toi pose les pieds sur le tabouret ou la boxe pour gérer ton effort. On veut idéalement qu'ils gardent les mains sur la barre pendant les 30 secondes. Donc, vous leur dites, ben assiste-toi si tu n'es pas capable de rester. La même chose dans les cours, OK? Essayez de mettre l'emphase là-dessus, que la personne garde les mains sur la barre 30 secondes. Ça va la faire progresser plus vite que de faire 10 secondes, lâcher, 5 secondes. Donc, ça donne le signal au corps et au cerveau qu'il faut qu'il s'adapte, puis vite, parce qu'on a besoin de tenir plus longtemps que 5-10 secondes. Parce que des fois, on peut rester bloqué à 10 secondes pendant longtemps. Donc, des fois, de décharger un petit peu nous permet de tenir plus longtemps, puis c'est ça qui va des fois permettre de sortir d'un plateau. Puis ça, on va le voir aussi dans l'application sur d'autres choses, mais plus tard. Et l'autre chose que je voulais dire sur le hang, ah oui, demandez-leur s'ils ne vous le disent pas. Souvent, ils ne vont rien vous dire, il faut aller à la pêche. Demandez-leur si ça leur fait mal dans le bas du dos. Si ça fait mal dans le bas du dos, c'est un indicateur que le psoas est très tendu. Et donc, vous pouvez leur dire que c'est pas normal, mais c'est commun, c'est pas dangereux et ça va leur faire du bien de faire du hang, mais que si la douleur est trop importante, encore une fois, on peut s'assister pour y aller progressivement. Comme dans tous les étirements, de toute façon, on veut que ça tire, mais on veut pas que ça fasse mal. Très important, parce que quand il y a trop de douleur, le corps se braque et ne nous laisse pas aller se déposer dans le stretch et ne nous donne pas accès à l'amélioration de ce côté-là. Donc voilà, pour terminer sur le hang, c'est vraiment... Ah oui, il y a aussi l'autre bénéfice, donc renforcement du grip, renforcement de la force de préhension. Et donc, c'est la première étape vers les pull-ups, c'est d'être capable de tenir le poids de son corps pendant 30 secondes sur la barre. C'est la première chose. Il n'y a pas d'autre chose à faire avant ça. Et donc, excellent pour travailler l'ouverture des épaules aussi. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on attaque les squats. Donc, ma façon de procéder, c'est que je vais demander à la personne, fais-moi un squat, montre-moi comment tu fais tes squats. Donc, je lui demande de faire 3, 4, 5 squats. Pendant ce temps-là, je regarde, je tourne un petit peu autour. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde ses appuis. Le poids de son corps, il est où? Intérieur du pied, extérieur du pied, avant, arrière. Je regarde le placement de ses genoux. Je regarde la posture de son buste, beaucoup penché en avant, pas beaucoup penché en avant. Et je regarde sa séquence d'activation. Est-ce qu'elle démarre avec les genoux? Est-ce qu'elle démarre avec les hanches? Et je regarde aussi sa profondeur. Vous allez avoir la vidéo pour reprendre des notes si jamais. Parce que je sais que je débite pas mal, mais il y a beaucoup de choses à transmettre. Donc, c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, c'est pour vous permettre de capter toutes les informations que vous n'aurez pas eu le temps de noter. Mais de toute façon, là, tout ce que je viens de dire, je vais détailler chaque point parce que je vais vous redire qu'est-ce qu'on regarde, comment on le corrige, qu'est-ce qu'on donne comme cue à la personne pour le corriger. Donc, je vais toujours aller aussi point par point. C'est-à-dire que quelqu'un qui me fait un squat comme ça, je ne vais pas lui dire d'un coup, mets le poids du corps sur le talon, les genoux vers l'extérieur, adresse-toi. Non, on y va un par un. Donc, dans l'ordre ou le désordre, ça, c'est pas important. Vous commencerez avec ce qui vous paraît le plus flagrant, le plus facile à corriger. OK? Donc, on y va toujours une correction à la fois. Donc, là, je vais vous détailler les points de performance dans l'ordre que je les enseigne d'habitude. Par exemple, si j'étais devant un groupe.
Quand je suis avec une personne en one-on-one, ben, si je vois que ses appuis sont déjà bons, je vais peut-être passer tout de suite à l'autre point ou juste mentionner le poids de ton corps sur tes talons, c'est parfait. Ensuite, on va modifier ça, on va modifier ça, on va modifier ça. Donc, premier point, le poids du corps sur les talons. Ça aussi, je vais vous envoyer, pour ceux qui ne l'ont pas déjà lu, le CrossFit Level 1, qui est en open source sur Internet en français, dans lequel vous allez avoir les 9 mouvements de base, dont le squat, le front squat, le press, le push press, le push jerk, avec justement tous ces points de performance-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de les noter tout en détail parce que vous l'aurez dans la littérature. Donc, poids du corps sur les talons. Souvent, je vais faire enlever les chaussures à la personne. Juste en enlevant les chaussures, ils vont comprendre tout de suite, ils vont sentir, ils vont faire « Oh shit! Ouais, ça change tout. » OK? Donc, poids du corps sur les talons, ce qui nous amène facilement à expliquer le deuxième point. C'est-à-dire que moi, je leur dis, si tu mets le poids de ton corps sur les talons puis tu fais rien, tu tombes en arrière. Right? Donc, pour éviter de tomber en arrière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir les fesses. Donc là, on a le début de la bonne séquence d'activation pour notre squat. Parce qu'on veut que ce soit les hanches qui s'engagent avant les genoux. Parce que si j'engage mes genoux avant mes hanches, déjà, j'ai un squat qui ressemble à rien. Et deuxièmement, la première des deux articulations qui se met en mouvement en premier récupère le plus de tension. Donc, si j'amorce avec mes genoux en premier, beaucoup de tension va se retrouver sur les ligaments autour du genou. Ça peut créer des douleurs au genou. Souvent, vous allez avoir des gens qui disent « Ah, j'ai mal au genou quand je squatte. » Tu leur corriges ça, il n'y a plus jamais de douleur, c'est fini. OK? Donc, la hanche est l'articulation la plus puissante du corps, la plus musclée. Donc, c'est de elle dont on doit se servir et non de nos pauvres genoux qui prennent donc cher, les pauvres genoux, dans notre monde actuel. Et si j'engage mes genoux en premier, je vais venir engager ma chaîne antérieure, donc tout ce qui est quadriceps, sans engager la chaîne postérieure, alors que si j'engage ma chaîne postérieure en premier, bien, mes hanches en premier, je viens activer ma chaîne postérieure, donc fessier, ischio. Mon quadri est actif aussi, donc beaucoup plus de groupes musculaires qui travaillent, beaucoup plus de support, beaucoup plus de force. Troisième point, on va inciter à pousser les genoux vers l'extérieur. Deux raisons principales. La première, c'est pour créer de l'espace pour que le bassin puisse descendre. OK? Si je descends comme ça, versus j'ouvre mes genoux, je gagne quelques centimètres de profondeur, d'amplitude sur mon squat. Deuxième raison, en envoyant mes genoux vers l'extérieur, c'est un peu la même activation que si j'essayais de déchirer le sol en deux. J'imagine que j'ai une feuille de papier, là, puis je déchire la feuille de papier. Ça vient créer du torque. Donc, ça fait... Je pense à la caméra, je pense au public. Ça vient envoyer mes genoux vers l'extérieur. Donc, ça vient créer du torque dans la hanche. Du torque, c'est ça. OK? Quand je finis de faire ça, là c'est solide. Là, j'ai du contrôle. Là, pas tant. OK? Donc, en faisant ça, je viens créer du torque. Donc, j'engage les ligaments, les tendons, les muscles. Tac! La hanche est stable, la hanche est solide. Il n'y a pas de mouvement possible. Ça stabilise le genou aussi. OK? Et en plus, on vient activer encore plus le TFL. Donc là, on a vraiment tout le monde qui travaille dans la jambe, et la fesse et la hanche. OK? Ce mouvement-là, cette activation-là de pousser les genoux vers l'extérieur doit être maintenue pendant toute la durée du mouvement, à la descente aussi bien qu'à la montée. Il ne doit pas y avoir de relâchement. De la même façon que, je ne l'ai pas spécifié tantôt, mais garder le poids du corps sur les talons. Souvent, les gens donc, vont l'amorcer très bien. Puis là, après, il se passe ça. On a un shift en avant ses orteils, puis on a une remontée comme ça. OK? Comment on corrige ça?
Et pourquoi il faut la corriger? Il faut la corriger parce que là, tac, j'ai déjà engagé ici, je suis principalement en quadri et en bas du dos. OK? Quand je suis ici, là, mes quadris vont travailler fort, puis le bas de mon dos, mais mes fesses font rien. OK? Plus on veut éviter, parce que si on a une barre sur les épaules, vous voyez le portrait. Donc, j'espère que je ne fais pas du couche dans mon micro. Je ne suis pas habituée encore. Je n'ai peut-être pas mis bon au chandail, en tout cas. Comment on corrige ça? Donc, souvent, les gens, ils se laissent tomber en bas. Parce qu'il y a un endroit, ils n'ont pas l'habitude d'aller dans cette amplitude-là, fait qu'ils n'ont pas la force. Les gens, quand ils s'assoient, j'ai pas d'autre tabouret, mais... Gracias. Merci beaucoup. Les gens, ils s'assoient comme ça. Pas comme ça. Donc, souvent, à partir d'ici, ils n'ont plus la force. Puis après ça, ils se lèvent de même. Ils se laissent tomber, puis ils s'aident pour se relever. Donc là, ici, il n'y a plus de force. Ils ont perdu la force, là. OK? Donc, je te reste un tabouret, chaise, bureau. Donc, c'est ce qui fait que quand on va arriver à travailler, sur travailler les squats, là, ici, il va y avoir une perte de force. Fait que là, ça va shifter en avant. Donc, comment on corrige ça? On va leur demander d'aller plus lentement. S'ils vont plus lentement, ils vont sentir, oh, ça part en avant. Donc là, il faut se repositionner, soit s'arrêter là, dire, OK, c'est mon max, et travailler à cette amplitude-là qui va s'améliorer avec le temps. S'améliorer, accent de mon oreiller. Donc souvent, ralentir le mouvement, ça corrige énormément de choses. Ça donne le temps à la personne de sentir son corps. Vous serez surprise de voir à quel point les gens ne sentent pas leur corps. Ils n'ont aucune conscience du placement dans l'espace, de qu'est-ce qui travaille, de qu'est-ce qui ne travaille pas. Donc, une des grosses parties de notre mission consiste à reconnecter les gens à leurs sensations dans leur corps, de eux-mêmes. C'est quand même assez épeurant quand on y pense. Hein. Donc, après, vous allez voir ça arriver, le passage sur les orteils, là, avec la fatigue aussi dans les workouts. À un moment donné, parce que les gens arrivent ici avec un déséquilibre, sont plus forts du quad que de la chaîne postérieure. Ils ont de la misère beaucoup à engager la chaîne postérieure, à utiliser les fessiers, à faire bouger les hanches comme il faut. Donc, au début, on les réathlétise, on leur réapprend à servir de la chaîne postérieure, mais elle est faible. Donc, elle se fatigue rapidement. Donc, c'est normal que échauffement, tout ça, ça fait des beaux squats, tout va bien, milieu de workout, ça part en couille, il n'y a plus rien qui va, tout le monde a ses orteils, les talons dans les airs, tu es comme « What the fuck, man? T'as pas compris? » C'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à un moment donné, c'est fatigué, là. Il n'y a plus de jus. Fait que forcément, le corps, il trouve d'autres systèmes, il retourne là où c'est fort. OK? Donc, le prenez pas mal. C'est pas qu'ils veulent pas écouter ce que vous avez dit, mais des fois, à un moment donné, ça devient plus possible. OK? Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire non plus. Des fois, il va falloir aller diminuer la charge ou il va falloir aller juste leur snapper les doigts pour faire « Hey, reviens à toi. » OK? Ralentis, concentre-toi, va plus lentement. La dernière pièce du puzzle pour le squat, donc le haut du corps, évidemment, il sert à quelque chose. Donc, on veut que le buste reste le plus vertical possible. C'est pas évident. Et il y a un petit warning à mettre là-dessus. C'est-à-dire que, surtout chez les filles, qu'on va pouvoir le voir plus facilement, qui sont plus laxes et qui ont plus de mobilité du bassin, on va avoir des fois la petite mauvaise habitude de, pour engager les hanches, faire ça, au lieu de
amener tout le buste au complet. Donc, souvent, on a une faiblesse au niveau des abdos, donc ça va donner lieu à un squat un peu plus comme ça. Donc, c'est un effort conscient à faire. Des fois, ça va être aussi pour compenser un manque de mobilité. Et voilà, en leur demandant souvent, c'est ça, de garder le buste le plus vertical possible. Mais des fois, pour compenser, on va avoir, c'est ça, l'espèce de stripper squat, là, qu'on appelle, comme ça. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Il faut leur rappeler de bien engager les abdos avant de descendre pour avoir un tronc qui est stable, un dos qui est droit. Donc ça va sûrement être souvent être la portion la plus difficile à améliorer puis à travailler parce que ça demande de la conscience de son mouvement sur chaque répétition. OK? Parce que c'est facile. Même moi, tu sais, mon squat est suffisamment bon, fait que je me force pas tant à rester droite. Alors que je pourrais le faire pour m'améliorer plus, mais tu sais, à un moment donné, tu t'oublies. Quand t'as personne qui te le rappelle. Voilà. Donc, quand vous... c'est vrai que j'ai plus l'habitude de le faire, mais je vais prendre l'habitude de le refaire. Ce qui va les aider aussi à prendre conscience du degré d'inclinaison du buste, c'est de mettre les bras en haut pour squatter. Parce que là, ils vont se rendre compte que « Oh! Holy shit! OK! Non, tes mains sont censées être en haut. D'accord. » Donc, ça aide à prendre conscience. Et ça va... Ils vont tout de suite sentir, là, ça va fire up au niveau des dorsaux, au niveau des muscles posturaux. Donc, ça va les aider à prendre conscience de ça. Souvent, après un squat clinique comme ça, ils vont me faire « J'ai mal dans le haut du dos. » Oui, c'est la posture, ça. Parce qu'on est beaucoup comme ça. Donc là, on les fait se tenir droit, squatter comme ça. Donc, ils vont sentir beaucoup le haut du dos qui est très sollicité. S'ils sentent le bas du dos, c'est peut-être une question de ça. OK? Donc, surveillez ça. On ramène le bassin en position neutre en engageant les abdos pour descendre. Dernier point que j'allais oublier sur la profondeur du squat. Donc, on veut une amplitude complète, certes, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, on veut garder l'activation, donc on veut que le dos reste droit et on ne veut pas du butt wink comme ça. OK, là où le tailbone, donc le coccyx, va rentrer à l'intérieur. Donc, on a une perte d'activation. Et après, une espèce de mouvement comme ça, de flexion dans le bas de la colonne qu'on veut absolument éviter, surtout lorsqu'on est sous tension. Donc, avec une barre d'haltéro sur les épaules, on ne fait pas ça. On n'aime pas ça. Donc ça, encore une fois, c'est un travail de conscience à faire pour l'athlète, d'apprendre à sentir où est-ce que ça lâche. Ah, c'est là, OK. Là, vous allez l'aider, vous allez lui dire, OK, descends lentement, je vais te dire c'est où tu t'arrêtes, c'est là. Fait que la plupart du temps, les athlètes, ils ne vont pas avoir un squat sous la parallèle, parce qu'ils ne sont pas rendus là. OK? Donc, je préfère ça à ça. OK? C'est pas normal que quelqu'un ait mal dans le bas du dos quand il fait des squats. Si c'est le cas, si la personne, elle arrive, elle vous dit « Ah, moi, je fais pas de squat, ça me fait mal au dos. » OK, on va arranger ça. Même chose si pendant la séance, elle vous dit « Ah, j'ai mal au dos. » C'est pas normal, ça veut dire qu'il y a du mouvement dans le squat. Ça veut dire qu'on squatte comme ça. OK? C'est pas ça qu'on veut. Donc, je préfère ça plutôt que ça. OK? Une autre des raisons que j'ai oublié de mentionner tantôt pourquoi on préfère avoir les genoux qui partent par l'extérieur des orteils, parce que lorsqu'on va avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur comme ça, on va venir mettre beaucoup de tension, encore une fois, au niveau des ligaments à l'intérieur du genou. C'est pas leur job. On veut éviter ça. OK. Est-ce que vous avez des questions? Good. On continue. Oui. Quand justement, c'est le bassin qui chute. Ouais. Ça va être... Ben, c'est une perte d'activation, une perte de stabilisation
au niveau du gainage global et ça peut être causé par un psoas qui est trop tight. Parce que du coup, le psoas s'attache au niveau des lombaires ici. Donc, quand on a un psoas qui est trop court, et là qu'on vient ici, il va venir tirer, puis là, il fait ramener comme ça. Ça peut être aussi des adducteurs trop tight. Même chose. Vous allez avoir des gars, des fois, là, ce côté comme ça, pousse tes genoux, je suis à fond. OK, c'est pas grave. Okay. Donc oui, des fois, ils vont avoir le psoas parfait. Par contre, les adducteurs vont être tight, tight, tight. Puis ça peut créer aussi, ça peut jouer là, au niveau du butt wink et des douleurs, des tensions au niveau du bas du dos. Ensuite, moi, j'aime bien enchaîner donc sur le front squat. Ça peut être très bien de partir du rack tout de suite, si vous avez la possibilité, pour déjà les familiariser avec le rack, comment on rack, comment on déraque la barre. Okay? Parce que ça, c'est absolument pas inné pour personne. Donc, c'est important de savoir comment s'en servir. Vous allez avoir des gens qui vont faire comme ça, vous allez avoir des gens qui vont faire ça, vous allez avoir des gens qui vont faire ça. OK? Donc, pour les besoins de la cause, je vais me mettre face là, mais ne faites pas ça à la maison. Vous centrez les mains dans la barre pour pouvoir ensuite venir vous centrer vous-même dans la barre. Le petit micro n'aimera pas ça. Attendez. Je vais bouger. Hop. Pour ensuite venir... C'est pas mieux, là, le micro. Marie, fais de la merde. On va mettre là 2 secondes. On vient au contact de la gorge. Donc, vous leur expliquez que c'est très inconfortable, mais que c'est comme ça, c'est comme la vie, c'est inconfortable. On vient emmener les coudes en avant et on déraque à l'aide des épaules. On fait un pas en arrière, normalement, pour faire notre squat. Donc là, vous leur montrez juste la position, sans faire de squat, et vous déraquez. Donc, là, il va arriver en position, on va faire comme « What the fuck is this? » Je ne suis pas capable de lever les coudes. OK. C'est là qu'on fait le petit quick fix avec le front rack mobilité. On attrape le bâton par le bas, on va derrière, on vient chercher devant, et on se fait à soi-même une petite clé de bras. C'est là que vous leur dites « C'est correct si ça tire, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Si tu pleures, c'est trop fort. » Donc là, ici, ce que j'aime bien faire, c'est environ 5 secondes de tension, on relâche, on met un peu plus de tension, on relâche 5-6 fois. Là, avant d'enchaîner sur l'autre côté, vous leur faites tester la position. Normalement, si vous avez bien fait, il y a un coude qui lève plus que l'autre. Là, ils font « Wow! C'est vrai! » D'accord, on va faire l'autre côté. Et ensuite, retour au rack avec soit le PVC, soit la barre technique, OK? Mais en fonction du niveau de la personne, il y a des gens qui vont arriver qui ont déjà soit fait du squat, soit qui ont déjà de la force dans les jambes. On peut travailler déjà avec la barre d'haltéro. Vous verrez là, en fonction, mais si vous ne voulez pas vous tromper, vous prenez la barre technique, il n'y a aucun problème. Okay? Évidemment, pour les personnes qui sont très raides, une barre plus lourde va aider à avoir le contact de la barre sur les épaules. OK? Et vous pouvez aussi leur montrer pour que ce soit plus facile à comprendre pourquoi on fait ça, c'est qu'en fait, la barre, elle doit être vraiment posée sur les épaules. Okay? C'est pas les mains qui la tiennent, elle est vraiment posée sur mes épaules. Donc, on la veut collée sur la gorge, donc bien haute. Souvent, vous allez voir des gens qui ont tendance à la tenir basse. Comme ça ici. Le problème avec ça, c'est que plus la barre, elle va être
proche de votre centre de gravité, donc collée sur la gorge, plus elle va être facile à manipuler et moins elle va faire dévier votre posture. Plus elle est basse et en avant, plus elle va vous attirer vers l'avant et plus elle va mettre en tension le bas de votre dos. Si vous avez mal au bas du dos quand vous faites des front squats, ce n'est pas normal. OK? Soit votre barre est mal placée, soit vous n'engagez pas assez les abdos, soit vous avez un stripper squat. OK? Ensuite, le point le plus important sur le front squat pour que ça se passe bien, c'est la position des coudes. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir un front rack parfait avec les coudes qui sont les bras qui sont parallèles au sol, mais tout le monde est capable presque d'avoir les coudes au moins en avant de la barre. OK? Ça, c'est en arrière. Ça, c'est en avant. En arrière, en avant. Donc, admettons que là, je suis à fond. Pas de problème. Pendant que je descends, par contre, je dois les maintenir à cette place-là. Si mes coudes partent en arrière lorsque je squatte, bon, déjà, là, ma barre, elle tombe, là. OK? Et mon dos est complètement avachi, j'ai perdu mon activation. Donc là, pour remonter, ça va être compliqué. Si je maintiens mes coudes bien haut, mon dos reste actif, mon dos reste droit, je suis capable de pousser avec mes jambes, mon bas de dos n'est pas en surtension. Quand vous faites du squat, du front squat, déjà, ça, c'est la première chose qui va partir en couille. Okay? C'est la première chose qui va dropper, les coudes vont dropper, c'est la première chose que les gens vont oublier de faire. Donc, le cue, c'est les coudes. OK, ça remonte. Quand vous êtes dans le trouble, sur un front squat lourd, les coudes, bam, ça change tout. Ça redresse la posture, ça ramène la charge au niveau du centre de gravité et ça permet à nouveau de pousser dans les jambes. OK? Il y a un autre truc que je voulais dire. Vous pouvez aussi donner un petit cue tactile des fois. Donc, si la personne est là, tu viens juste soulever un petit peu les coudes là, avec tes mains, gentiment. Souvent, là, c'est tout le temps 1 ou 2 cm de jeu. Là. OK? Puis là, ça change tout. Vous pouvez aussi leur montrer à bailer la barre, donc à la dropper. Ça, pas tant dans les cours fondation, plus dans les WOD, OK? Quand on va faire du lourd, des choses comme ça. Donc, leur montrer que s'ils sont dans le trouble ici, que ça commence à partir en avant, on n'essaye pas de la récupérer, on la laisse tomber. Okay? D'où l'importance de s'assurer qu'il n'y a rien qui traîne autour des racks quand on fait du lourd. Okay? Parce que la barre va rebondir dessus et ensuite rebondir sur la personne. Ça peut créer des sérieuses blessures. Est-ce que vous avez des questions sur le front squat, sur le rack et compagnie? Maintenant qu'on a déjà la barre dans le rack, on peut montrer le back squat. Donc, même chose, c'est pratique, vous pouvez leur montrer à raquer et à déraquer. Même chose au niveau des mains, on centre les mains d'abord pour s'assurer de se centrer soi-même dans la barre ensuite. On vient toujours poser la barre au niveau des trapèzes ou des épaules, jamais sur la nuque. Donc ça, très important. On vient resserrer les omoplates et on maintient fermement la barre sur les épaules. Okay? Ensuite, c'est le même setup. Pied largeur des épaules. Oh, j'ai oublié un truc. Pied largeur des épaules. Je ne l'avais pas dit ça d'ailleurs au début. Poids du corps sur les talons. On engage les hanches en premier, les genoux vers l'extérieur. Et on squeeze les fesses pour terminer le mouvement. Quand on racle la barre, on vient faire contact. Une fois que je suis au contact, je ne peux plus avancer, je regarde. Je suis bien dedans le rack, au-dessus des crochets. Et ensuite, je drop. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'avec une grosse charge, je rentre en dessous du rack. Là, je fais comme, OK, c'est bon. Ah! Non! Ou que je rack comme ça. OK, je suis bon. Hostie, non, je suis pas bon. OK? Donc, faites vos angles morts. Chose que j'ai oublié de spécifier sur le squat tantôt, l'angle des pieds. C'est une question qui revient souvent, qui est importante. Donc, on va être entre pieds parallèles et maximum 45 degrés d'ouverture.
Ça va être différent d'une personne à l'autre en fonction de la physionomie du bassin. On n'a pas tous le même bassin. Donc, il y a des gens qui vont être très à l'aise de squatter les pieds parallèles. Il y en a d'autres, pas du tout. Ils vont être plus à l'aise avec un petit degré d'ouverture. Mais ce qu'on veut éviter, c'est les extrêmes comme ça. Donc, vraiment les pieds en canard. On ne veut pas ça. Okay? Donc, ça, c'est personnel à chacun. Vous pouvez aussi leur recommander d'essayer ce qui est plus confortable pour eux. Et une chose que je n'ai pas dit aussi sur les appuis, le poids du corps sur le talon et l'extérieur du pied. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut squatter avec les orteils en l'air. Okay? Donc, tout le pied est en contact avec le sol. Simplement, il y a la répartition du poids. Il va y avoir un peu plus de poids au niveau des talons et sur l'extérieur du pied. Dernier squat qu'on va voir, le overhead squat. Le dernier, mais non le moindre. Donc, vous pouvez leur faire un ou deux dislocates. Donc, ce qui est important ici, c'est de pouvoir passer la barre complètement derrière sans plier les bras. S'ils sont obligés de plier, il faut simplement écarter un peu plus la prise. Même chose, correct, si ça tire, il ne faut pas que ça fasse mal. Donc, crac, crac. Pour l'overhead squat, des fois, souvent, on va avoir un stance qui est légèrement plus large. C'est un mouvement qui demande beaucoup de mobilité et qui a une très grosse charge nerveuse, okay, qui demande beaucoup au niveau du système nerveux parce que c'est une position extrêmement vulnérable pour votre système nerveux, pour votre cerveau. Le bâton, la barre, doit toujours rester au-dessus des talons. Ça veut dire que lorsque je vais descendre, un peu comme dans le front squat tout à l'heure, je ne veux pas que ma barre vienne en avant. Je ne veux pas non plus me disloquer littéralement les épaules puis que ça m'aille trop en arrière et que je sois complètement penchée en avant comme ça. Okay? On veut garder une barre qui soit au-dessus des talons, des bras verticaux et le haut du corps le plus vertical possible aussi. On va venir casser les poignets pour aider à verrouiller les coudes et engager les lats en tournant les aisselles vers l'avant. Okay? Ce qui va nous permettre d'avoir un dos très solide pour supporter notre charge. C'est un mouvement qui, lorsqu'on l'apprend, on doit bouger lentement, très lentement. Sinon, ça ressemble à rien. Ça part dans tous les sens. Et les gens n'ont pas beaucoup de contrôle moteur sur celui-là au début. Okay? Donc, ça va faire comme ça. Okay? J'exagère pas. Là, ils sont comme « Ah, c'est ça! » Non, ralenti. Okay? Donc, n'hésitez pas même à leur faire des pauses. OK, descends, lentement. OK, stop, bouge pas. Là, tu corriges les bras. Tac, pousse les genoux vers l'extérieur. OK, descends un petit peu plus. Oui, non. OK, là, je suis au max. Non, OK, ça marche pas. Tac, OK, remonte. OK, prenez le temps. C'est pas un problème. Ce qu'on va voir souvent comme problème là-dessus, ça va être des bras qui plient en descendant. Les gens vont descendre comme ça. Parce que dans leur cerveau, c'est câblé. On plie tout ou on tend tout. Ils n'ont pas la notion de on tend un bout puis on plie l'autre bout. Donc là, encore une fois, le fixe, c'est d'y aller lentement. Donc, ils doivent constamment pousser vers le ciel en même temps qu'ils descendent. Donc ça, au début, dans le cerveau, ça fait des fois des petits shortcuts. Question sur l'overhead squat. D'accord. Dernier mouvement qu'on va voir sur la flexion. Les lunges. Donc, même chose qu'au début sur le squat, je leur demande de me montrer comment ils font des lunges. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est un mouvement qui va trop vers l'avant où il se retrouve beaucoup sur les orteils. On appuie sur les orteils. Donc, encore une fois, un schéma où est-ce qu'on ne vient pas recruter la chaîne postérieure. Donc, la façon que je l'explique, moi, c'est tu fais un grand pas en avant. Une fois que ton pied est posé, ça devient un mouvement vertical. Donc, tu descends
toucher ton genou et tu appuies sur le talon pour revenir en place. Donc ça, là, on va beaucoup insister sur pousser sur le talon, pousser sur le talon, pousser sur le talon, pousser sur le talon, pousser sur le talon. Squeezer la fesse. Pousser sur le talon, squeezer la fesse. Même chose ici, on va le plus possible essayer de rester bien vertical. Donc, vous allez avoir des gens qui vont souvent se pencher beaucoup en avant. Ça peut être difficile. Si vous avez quelqu'un de très désathlétisé comme ça qui va avoir beaucoup de mal à se relever, on va réduire l'amplitude. OK? Ou c'est quelqu'un qui vraiment là, de la misère, là, on va juste réduire l'amplitude ou on va travailler avec du step-up, du petit step-up. Petit. Ou carrément, on va attendre. Donc, quelqu'un qui est en surpoids, qui est désathlétisé, ne fait pas de lunge. Fait des squats, peut-être. Donc, quelqu'un qui a mal aux genoux sur les lunges, ça peut être deux choses. Soit, on est trop en appui orteil, ici, donc de corriger le schéma, ça peut régler le problème. Mais si c'est le genou arrière, là, souvent, c'est qu'on a un problème de manque de force ou de manque de désathlétisation vraiment. Donc, on va renforcer avec du squat en premier. Parce qu'en fait, la jambe arrière, c'est le même problème. C'est-à-dire que si je manque de force ici, qui c'est qui va me relever? Elle. En faisant quoi? En faisant ça. En faisant une extension avec juste mon quadri. Même problème. Trop de tension sur le genou. Donc, tant que ma chaîne postérieure n'est pas assez forte pour me relever pratiquement juste sur une jambe, je ne pourrais pas faire de lunge, OK? Parce que naturellement, la personne qui manque d'activation ici ou qui manque de force va remonter son lunge avec sa jambe arrière. Alors que le lunge, c'est la jambe avant qui travaille. Donc, ça couvre squat et flexion. Oui. Oui. Oui, un target. Oui, c'est une excellente idée. Absolument. Oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. Tu sais, vous allez vous adapter avec la personne que vous avez, avec les personnes que vous allez avoir dans vos cours. Il y en a qui vont être capables de le comprendre sans. Il y en a pour qui ça va aider d'avoir un target, justement. Donc, oui, c'est absolument une bonne méthode de travail. Oui. Mm-hmm. Absolument. Oui. Bon point. OK. Push. Je vais peut-être faire une mini pause. Hein?